bonsoir. Tout de suite la météo pour commencer ce journal. S'il a fait assez beau un peu partout en France aujourd'hui, favorisant ainsi cette fameuse journée de l'arbre, le temps demain dimanche va changer. Ciel bleu le matin de l'Alsace à la Méditerranée, mais l'après-midi des nuages et de la pluie sur une ligne allant du golfe du Lion et des frontières du nord-est. Quelques orages dans le sud, des rafales de vent près de la Manche ainsi que dans le midi. Un ciel beaucoup moins clément qu'aujourd'hui donc sur l'ensemble du territoire. Car en fait, qui pouvait rêver mieux pour la journée nationale de l'arbre qu'un ciel aussi bleu et que des températures aussi printanières. Avant de passer à l'aspect officiel, disons, de cette manifestation, nous avons voulu marquer cette journée à notre façon avec un double hommage. L'un à Jacques Prévert, disparu au début de la semaine, l'autre aux arbres, le titre d'un de ses recueils de poèmes consacrés à la nature, et Raymond Bussière nous a aidés. Un beau jour, on s'est fâché. Oh, c'était dur de se déplacer, dur de se déraciner, mais on chantait. C'était pas comme dans la Marseillaise, aux arbres citoyens. C'était pas God Save the King, Robin des Bois. C'était la chanson verte qu'il n'aimait pas. Et quand on a démarré, c'était pas comme dans Macbeth, c'était pas du malheur en carton avec en grande figuration la fatalité camouflée. C'était des arbres pour de vrai. C'était des arbres qui en avaient marre, des arbres écroués, formant d'inextricables barricades, comme les dames racontent dans les beaux jours de leur histoire. C'étaient des arbres, des plantes avec leurs écureuils, leurs oiseaux, leurs insectes, leurs sangliers, des arbres en goguette, en fête, en liberté. Et bientôt, la Seine devint une grande cressonnière verte, et puis deux amoureux humains, deux rescapés, s'approchèrent d'un peuplier. Sur son cœur, ils gravèrent leur cœur et leurs noms enlacés, et furent épargnés. Voilà, Raymond Bussière, Jacques Prévert. Les vrais jardiniers diront ce n'est pas la saison, et ils auront raison, car chacun sait qu'il vaut mieux planter un arbre à l'automne ou au début du printemps. Mais pour cause d'élections municipales, c'est donc le 16 avril, samedi 16 avril, qui a été choisi pour cette journée de l'arbre organisée par le ministère de la Culture et de l'Environnement. Un peu partout en France, la bêche à la main, des milliers de volontaires représentant les préfectures, les municipalités, les écoles et les associations de défense de la nature ont fait leur petit trou et planté au total près de 150 000 pousses. En dehors de deux petites fausses notes, dans l'Aube d'abord, Jean-Claude Mangeot vous en a parlé ce midi, deux communes ont déclaré jour de deuil ce samedi pour protester contre la création d'un barrage qui va entraîner la destruction de 2000 hectares de forêt. Et puis la protestation aussi du conseil municipal de Nîmes contre une opération qu'elle juge démagogique. En dehors de ces deux fausses notes, donc, la plupart du temps, cette journée de l'arbre s'est passée dans la bonne humeur. Le président de la République, qui est un peu à l'origine de cette journée, est allé, lui, visiter l'arboretum de Chèvreloup dans les Yvelines. Un joli nom qui correspond bien au lieu d'ailleurs, une sorte de musée vivant de l'arbre. Le chef de l'État, dans un discours, a défini les grandes lignes d'une nouvelle politique de la nature. Faire entrer l'écologie dans la vie quotidienne, c'est le programme de Valéry Giscard d'Estaing qui a annoncé cet après-midi 6 axes principaux pour cette nouvelle politique de la nature. Le développement de la recherche. Un exemple, la rénovation du Muséum de Paris. L'action d'information du public, elle sera amplifiée. Ainsi, une maison de la nature sera construite au Jardin des Plantes. Les associations d'environnement verront leur rôle renforcé. Enfin, le chef de l'État a insisté sur l'importance du développement et de la protection de la forêt française. Cette politique en faveur des espaces verts est soucieux de faire suivre les intentions par des actes. Je viens de demander au Premier ministre de veiller à ce que le projet de budget de 1978 prévoie un doublement des crédits consacrés aux espaces verts. La France, si elle veut bien se consacrer à de grandes causes, et non pas se disperser à l'infini dans des querelles, la France peut prendre la tête du mouvement écologique en faveur de la protection de la nature.
et faire naître cette nouvelle solidarité nationale, européenne et internationale qu'implique désormais la sauvegarde de l'environnement. Que les Français qui ont longtemps vécu au milieu de la nature et avec la nature observent ces lois, les lois mêmes de la vie faites d'équilibre et de mesure, qu'ils s'inspirent de ces enseignements, qu'ils vivent près d'elles pour construire une société plus juste, plus fraternelle, plus harmonieuse et plus naturelle, qu'ils mettent toute leur énergie à protéger, à fortifier ce jardin paisible que doit être, comme elle l'a toujours été dans notre pays, la démocratie en France. Avant ce discours et cette promenade sylvestre, Valéry Giscard d'Estaing avait pris congé à Rambouillet au cours du déjeuner de tous les membres du gouvernement venus assister au séminaire de réflexion. Ce n'est pas un séminaire de technocrates, a expliqué ce matin le porte-parole de l'Élysée, M. Leca. Le ton des discussions a été très libre et pour Michel Dornano même, ce séminaire est très important. Pour l'essentiel, il faut retenir que le Premier ministre Raymond Barre a expliqué aux membres du gouvernement son plan d'action de 12 mois dont l'objectif sera de faire sortir la France de la crise. Pas de détails pour l'instant, Raymond Barre garde la primeur de ses explications publiques pour les députés le 26 avril prochain. Petite surprise quand même, au cours de ce séminaire de Rambouillet, le chef de l'État, pour bien marquer la confiance qu'il porte à son Premier ministre, a élevé M. Raymond Barre à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Vous vous êtes déjà acquis des titres à la reconnaissance de la France par l'action courageuse de lutte contre l'inflation que vous avez menée, a dit le chef de l'État, et vous en allez en acquérir de nouveaux en contribuant à faire sortir la France de la crise, a déclaré le président de la République. Merci de me faire confiance, lui a répondu en résumé le Premier ministre, et merci aussi de me donner les moyens de gouverner. Une petite cérémonie qui a marqué la fin du séminaire de Rambouillet. Jean-Philippe Leca en a ensuite tiré les conclusions. Il a sûrement fait avancer les choses. Le ton a été très libre. C'est la formule d'un gouvernement moderne qui s'attache à être à l'écoute des difficultés et des problèmes concrets des Françaises et des Français pour apporter de véritables solutions. Il y aura certainement des réunions de ce type. Je peux vous indiquer qu'il y aura d'ailleurs sur ce problème fondamental de la communication entre le gouvernement et les Français une réunion assez proche qui permettra de faire un premier bilan. Mais est-ce que la priorité qui était donnée à la lutte contre l'inflation ne va pas passer maintenant à la lutte contre le chômage ? Je dirais qu'il est ressorti du séminaire de Rambouillet l'intention du gouvernement de mener en matière d'emploi une politique extrêmement active et dynamique. Mais que cette politique de l'emploi doit être conduite dans le respect d'un certain nombre de règles économiques. Il a été observé par exemple qu'il était très important pour tous les pays qui, comme la France, ne disposent ni d'énergie ni de matières premières et qui les importent en totalité, de disposer d'une monnaie solide. Donc par exemple, pour la France, disposer d'un franc solide, c'est défendre l'emploi. C'est dire que le problème n'est pas simple et que c'est au niveau des mesures pratiques et concrètes que l'ajustement devra se faire. C'est le but du plan de 12 mois que présentera M. Barre. Dans l'actualité française, à retenir encore que la 4e grève des dockers CGT a été, comme les autres, suivie massivement aujourd'hui dans tous les ports français. Cette fois d'ailleurs, les 4000 dockers du Havre ont respecté les consignes syndicales. En politique, carrefour socialiste organisé au Palais Bourbon ce matin. 2 thèmes ont été surtout abordés. L'Europe, Michel Rocard expliquant qu'un Parlement européen élu au suffrage universel peut être le porte-parole d'une volonté commune. Et puis l'actualisation du programme commun. Gaston Defferre demandant que la notion de licenciement soit précisée dans le texte du programme commun, car le problème du chômage n'a plus la même ampleur en 1977 qu'en 1972. Et puis il y avait aussi ce matin, au siège du RPR à Paris, la réunion des chargés de missions régionaux. Jacques Chirac, qui par parenthèse est allé planter son petit arbre lui aussi à Vaugirard, a expliqué qu'il voulait renouveler complètement les instances du RPR dans le sens du rajeunissement.
La moitié des membres devront être des adhérents d'après le 5 décembre 1976, date de la création du RPR. Jacques Chirac a également abordé le problème des élections législatives. Vous savez que j'ai souhaité que les élections aient lieu l'année dernière. Et je persiste à penser que ça aurait été meilleur pour la majorité. Mais je ne pense pas aujourd'hui que les élections soient anticipées. Je ne dis pas si je le souhaite ou non, je dis que je ne le pense pas. Et il est néanmoins nécessaire pour un mouvement politique responsable d'être prêt en permanence à toutes les situations ou à toutes les échéances politiques, et c'est la raison pour laquelle, sur le plan électoral aussi, nous faisons un important effort pour être prêts à assumer nos responsabilités dans le cadre de la majorité pour les prochaines élections, quelle qu'en soit la date. Alors vous souhaitez maintenant avoir des militants ou des candidats plus dynamiques, plus jeunes, est-ce parce que vous avez une mauvaise image de marque actuellement ? Vous savez, un mouvement comme le mouvement gaulliste, si j'ose dire, en a vu d'autres. Et a surmonté bien des difficultés, il surmontera encore celles qui peuvent se présenter devant lui. Notamment, il est certain que nombreux ont été dans tous les partis de la majorité ou de l'opposition ceux qui avaient intérêt à présenter de façon caricaturale notre action ou nos ambitions, à la qualifier de rassemblement des droites. Et ceci, on l'a fait très largement, on l'a diffusé. Ça ne correspond à aucune réalité. Eh bien, par notre action et par la manifestation plus systématique de notre opinion, maintenant, nous démontrerons qu'en réalité, cette caricature n'a aucun rapport avec la réalité. À l'étranger, d'abord l'Espagne, avec avant tout une date, le 15 juin prochain, jour où pour la première fois depuis près de 40 ans, les Espagnols pourront choisir librement ceux qui les représenteront dans le nouveau Parlement. Le gouvernement de M. Suarez, réuni en Conseil des ministres hier soir, a en effet fixé la date des élections législatives au mercredi 15 juin. C'est une preuve de sang-froid, disent les dirigeants communistes, qui dans le même temps font eux aussi un pas de plus vers la décrispation de la vie politique espagnole, avec une décision surprenante. À côté du drapeau rouge, drapeau communiste, ils adoptent le drapeau de l'État espagnol, sang et or, à la place du drapeau républicain. Et hier soir à Madrid, derrière Santiago Carrillo, il y avait à gauche le drapeau sang et or, donc, lors de la première conférence officielle du Parti communiste. Carrillo a justifié cette décision en déclarant « Le drapeau espagnol ne peut être celui d'aucune faction politique, il est celui de tous les Espagnols, c'est pourquoi, a-t-il précisé, nous reconsidérons notre attitude. » Alors Patrick Clément, est-ce maintenant que les Espagnols reconnaissent tous le même drapeau, est-ce que c'est une évolution irréversible d'après vous ? Il y a absolument une évolution dans la mesure où d'abord il y a eu un référendum à la fin de l'année dernière, ensuite la reconnaissance du Parti communiste, enfin la date des élections. Bon, les Espagnols vont voter le 15 juin, ils vont voter pour remplacer les Cortés, eux nommés par le gouvernement, ils auront une chambre des députés et un Sénat. Il n'y a pas de doute, c'est incontestable, c'est un gros progrès. L'Espagne rentre là dans le clan des pays à tendance démocratique, c'est sûr. Est-ce qu'on peut encore craindre aujourd'hui un coup d'État en Espagne ? Oui, raisonnablement, on peut estimer qu'il peut y avoir un coup d'État. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, les cadres de l'armée et les cadres généraux sont très, très nerveux. L'extrême droite est prête à tout, je pense, enfin, nous croyons tout au moins, à toutes les provocations. Et il se peut très bien que, justement, une provocation ou une autre amène l'armée à prendre des mesures nécessaires, c'est-à-dire à faire un coup d'État. Hier, par exemple, à Madrid, il y a eu des manifestations assez violentes, manifestations qui, au départ, se déroulaient tout à fait dans le calme. Enfin, les manifestants de gauche, évidemment, fêtaient le 46e anniversaire de la Deuxième République espagnole. Ces manifestations se sont déroulées dans le calme dès le début, et puis la police a chargé très durement, très violemment. Tous les manifestants qui passaient à sa portée étaient violemment matraqués. Alors, les risques de provocation, eh bien, c'est peut-être ça aussi de la police, qui peut entraîner des conséquences très graves. Ces conséquences peuvent s'appeler un coup d'État. Élection bientôt en Espagne, donc élection demain chez un autre de nos voisins, en Belgique. 6 millions de Belges doivent se rendre aux urnes demain, c'est obligatoire là-bas d'ailleurs. Ils vont élire 212 députés, 106 sénateurs et environ 700 conseillers provinciaux. M. Tindemans ayant préféré provoquer des élections anticipées plutôt que de gouverner avec une majorité trop faible. Dans l'ensemble, la campagne électorale s'est déroulée sans grande passion. Comme d'habitude, les Belges se sont intéressés aux querelles linguistiques entre les Flamands et les Wallons. Il y a même eu quelques incidents dans une des communes des environs de Bruxelles où le maire avait interdit l'affichage en français.
Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces élections se déroulent en Belgique sur un fond de crise économique et sociale. Les Belges aussi ont de graves problèmes d'emploi. 300 000 chômeurs sur 9 800 000 habitants, une inflation galopante et un déficit budgétaire important, par-dessus tout une querelle linguistique entre flamands et francophones, querelle qui n'en finit pas d'empoisonner la vie politique du pays. Voilà la toile de fond de cette consultation. L'enjeu pour le gouvernement qui sortira de cette élection sera d'éviter tout ce qui risque de diviser les deux communautés flamandes et wallonnes en essayant de juguler une crise économique qui pourrait peut-être jouer le rôle de détonateur entre ces deux communautés. J'aimerais souligner que, quoique les Flamands ont été toujours numériquement majoritaires en Belgique, pour toute une série de raisons, et entre autres le fait qu'il y avait en Belgique une bourgeoisie dominante, un establishment, ce pays a été dirigé jusqu'il y a peu par une alliance francophone composée des milieux wallons, des milieux francophones de Bruxelles et de la bourgeoisie francophone en pays flamand. Nous pensons qu'il est grandement temps de modifier sérieusement cet état de choses. Aujourd'hui en Belgique, les riches, ce sont les Flamands. La Flandre chrétienne, socialement calme, a attiré les investissements étrangers. Elle domine dans tous les secteurs modernes de l'industrie, alors que la Wallonie, fortement industrialisée dans le passé, a raté sa reconversion. Et le Premier ministre sortant, le social-chrétien flamand Leo Tindemans, qui affrontait hier dans un face-à-face télévisé le socialiste wallon André Cols, n'a pas réussi à convaincre. Malgré son désir sincère de voir le pays échapper à la crise économique, il a donné l'impression d'être prisonnier de sa classe politique. Le clivage Flandre conservatrice, Wallonie socialiste n'en paraissait que plus évident, mais les socialistes ne se font pas d'illusions, même en cas de victoire, ils ne pourront pas gouverner seuls. Pour nous, c'est un problème de programme. Nous négocierons avec tous ceux qui sont, comme nous, décidés à la fois de réformer l'État, de régionaliser le pays, de répondre à ce problème angoissant et terriblement angoissant de l'emploi, qui est pour nous prioritaire, mais également, disons-le, en apportant à ces structures économiques qui n'ont pas empêché que nous connaissions en Belgique 350 000 chômeurs, apporter les modifications des structures économiques indispensables dans des secteurs comme l'énergie et le crédit. Contrôle public des secteurs de l'énergie et du crédit, création d'un impôt annuel sur le capital, c'est ce que propose le Parti socialiste belge, dont l'intérêt est de lancer le bouchon le plus loin possible face aux solutions économiques proposées par les autres partis. Exemple, les nationalistes flamands qui demandent 50 000 emplois nouveaux, les socialistes 100 000. En revanche, sur le second grand problème belge, la création de régions dotées de pouvoirs plus importants, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, personne n'a réussi à se mettre d'accord. Du côté flamand, on pourrait dire, du côté de la majorité flamande, on pourrait dire qu'on est très fortement intéressé par une Belgique construite sur deux communautés, communautés culturelles, mais aussi communautés dans des domaines de l'emploi, du développement du territoire, de l'aménagement de ce territoire, du logement social, etc. Deux, ça veut dire les Flamands et les francophones. Alors qu'en régionalisation, les Bruxellois et un certain nombre de partis wallons se battent pour qu'il y ait vraiment, comme la Constitution le prévoit d'ailleurs, 3 régions. Et, si possible, 3 régions égales en droit et en pouvoir. Tindemans succédera-t-il à Tindemans, ou bien le socialiste Simonet, dont on prononce le nom? Les observateurs s'attendent à un renforcement conservateur et socialiste aux dépens des autres partis. En tout cas, quel que soit le résultat, le gouvernement qui sortira des urnes ne pourra être qu'un gouvernement de coalition qui tiendra compte des aspirations des Flamands et des francophones. Dans l'affaire du rapt du PDG de Fiat France, le juge d'instruction vient d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de personnes. D'autre part, à Turin, le représentant de M. Agnelli, le grand patron de la Fiat, a confirmé que M. Agnelli n'était jamais venu à Paris. Il a également expliqué que la Fiat ne négociera pas avec les ravisseurs. Les négociations avec les ravisseurs, dont on n'a pour l'instant aucune nouvelle, doivent être conduites par la famille, dit-on chez Fiat. Changement de sujet maintenant, changement de décor avec du théâtre. Et plus précisément, l'histoire de Gilles de Rais, écrite et mise en scène par Roger Planchon au théâtre de Chaillot. Gilles de Rais, c'est l'un des plus grands criminels que la France ait connu. Et pour Roger Planchon, c'est aussi le symbole de la disparition de certaines valeurs.
Le directeur du TNP de Villeurbanne pourra mieux que quiconque exprimer le caractère de son personnage puisqu'il vient de remplacer Michel Bouquet, victime d'un accident au cours d'une représentation. Roger Planchon redevient donc Gilles de Rais. Non, il ne s'agit pas d'une maison hantée. Pour le promeneur, cependant, il n'est pas impossible que, passant par le village de Tiffauges, il entende encore à travers les ruines de ce qui fut le château de Gilles de Rais, les cris d'enfants assassinés. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc avec qui il prit Orléans aux Anglais, chevalier héroïque, maréchal de France, Gilles de Rais reste avant tout l'un des plus grands criminels français. Avant d'être arrêté puis brûlé en 1440, il tortura, viola et tua plus de 300 jeunes garçons. Aujourd'hui, tous ces meurtres font qu'on reconnaît en lui le modèle de Barbe Bleue ou l'ogre des contes de Perrault et que nul enfant de la région n'ignore l'histoire de Gilles de Rais. Il a tué beaucoup d'enfants. C'était quelqu'un qui les attirait, puis on lui avait raconté qu'en laissant des enfants, en le mettant sur une pierre, ça lui donnerait de l'argent, de l'or. Il l'a cru, mais il s'est jamais réussi. Puis après on l'a attrapé, puis on l'a pondu, puis il voulait s'embûcher. Gilles de Rais, personnage historique, mais aussi personnage de légende. Son passage sur Terre a en effet provoqué de tels remous que l'on parle encore de lui des siècles après sa mort. Quoi d'étonnant alors que Roger Planchon ait été fasciné par ce criminel aux multiples facettes et qu'après avoir écrit et mis en scène son histoire il y a 1 an à Villeurbanne, il la reprenne aujourd'hui au théâtre de Chaillot. N'avancez pas, François Prélati. Vous partez. Je n'ai plus d'argent à vous donner. Vous repartez en Italie. N'avancez pas. Le château vous est interdit. Il représente à la fois toute la fin du Moyen-Âge et toute la Renaissance. Et il vit une époque où les valeurs basculent, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à la chevalerie est en train de disparaître, et c'est un peu semblable à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles notre société existe sont toujours là, mais elles ne sont presque plus d'usage, et il vit un tournant historique un peu semblable à celui que l'on vit actuellement. La vieille chevalerie se meurt. Où sont les temps aventureux? Où sont les âmes droites? Clair. Ceux qui portent un blason ne croient plus. N'espère plus. Notre monde est fini. Nous en voyons la chute. C'est un personnage qui est complètement dédoublé, puisque on le voit à la fin du Moyen-Âge à la fois recourir de temps en temps à Dieu et de temps en temps au diable, et courir après les valeurs blanches, et puis courir après les valeurs noires, et puis se perdre là-dedans, et puis à la fin les confondre toutes, et vivre une existence qui est complètement folle, mais qui est basée sur une énergie fantastique. Et ce qu'il y a de très émouvant dans cette histoire, c'est de voir qu'il est allé de plus en plus vers quelque chose qui était très dangereux, qui était sa mort, avec une sorte de rage et de folie pour y arriver. Que l'air se déchire, que la face des choses invisibles se montre. Voilà, Gilles de Rais pendant une semaine encore au théâtre de Chaillot avec Roger Planchon et non plus avec Michel Bouquet. En rugby, pour les 16e de finale, match retour, Béziers, Toulon, La Voulte, Brive et Dax se sont qualifiés. En voici d'ailleurs les résultats. Avec un très joli score pour Béziers devant Albi, 43-9. Et puis en football, je vous rappelle qu'il y a ce soir une journée complète de championnat de France. Voici d'ailleurs la pelouse du Parc des Princes. Dans le dernier journal d'Hélène Vida ce soir, Richard Dio commentera les buts du match Paris Saint-Germain-Marseille, s'il y en a évidemment. Et puis pour terminer ce journal, et simplement pour le plaisir des yeux, sans se préoccuper ni du résultat, ni même des notes attribuées par les juges, revoici l'exhibition de la petite fée de Montréal, Nadia Comaneci, à Wembley cet après-midi, exhibition aux barres asymétriques.
C'est Hélène Vida que vous retrouverez vers 23h30 pour les dernières nouvelles d'Antenne 2. Je vous souhaite une très belle soirée.